Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 16 août. De très violents orages aux allures parfois de tornades ont causé la mort de 2 personnes cette nuit et blessé 6 autres, principalement dans le sud-ouest et le centre. Les vents qui par endroits ont soufflé à plus de 100 km/h ont privé d'électricité plusieurs milliers de foyers. À l'approche du basculement du franc vers l'euro, les prix ont une fâcheuse tendance à augmenter. Pour arrondir les prix en euros, les commerçants donnent déjà un petit coup de pouce au franc. Les urgences sont débordées, de plus en plus de patients, de moins en moins d'infirmières et toujours pas de reconnaissance de cette médecine si particulière. Invité de ce journal, le professeur Bernard Debré. La Fondation Pompidou a-t-elle financé l'achat d'un terrain en face du château de Bitty, propriété des époux Chirac? Enquête dans ce journal sur la polémique autour du parc. Fermiers et hôteliers, de plus en plus d'agriculteurs ouvrent des gîtes ruraux pour améliorer leurs revenus. Il y a 50 ans aujourd'hui disparaissait Louis Jouvet, mort dans son théâtre à Paris. Nous reviendrons sur la carrière de l'illustre comédien. Vent, pluie, orage et même parfois mini-tornade. Ça a soufflé très très fort cette nuit du sud-ouest à l'Île-de-France. 2 personnes ont trouvé la mort, 6 autres ont été blessées, notamment dans un camping près d'Ourtin en Gironde. Et plusieurs milliers de foyers ont été privés d'électricité. Valérie Hermite. Bref, mais extrêmement violent. Des orages et des trombes d'eau sur le Limousin, de la pluie, mais surtout la foudre. Hier soir, en Haute-Vienne, au plus fort de l'orage, une femme de 49 ans a trouvé la mort au volant de sa voiture, écrasée par la chute d'un arbre. Les rafales de vent ont atteint 120 km/h. Au moment de la bourrasque de vent, il y a eu une bourrasque assez violente. À ce moment précis, donc l'arbre qui se situe là s'est cassé en 2 parties. La tête de l'arbre ainsi qu'une branche. Malheureusement, la personne était dessous. En Gironde, c'est un homme d'une trentaine d'années qui est décédé foudroyé au bord de la route, près de Pauillac. Les pompiers de Bordeaux ont recensé sur cette seule région plus de 1000 impacts de foudre en moins de 4 heures. La foudre est attirée en priorité vers tout ce qui est point haut. Bon, d'une part, ne pas en constituer un soi-même, en étant debout sur un endroit isolé, ne pas se réfugier sous un arbre, ne pas se réfugier sous un abri ou un pylône électrique, donc se mettre à l'abri des bâtiments. Encore faut-il avoir le temps de le faire. Le temps de se réfugier, des campeurs d'Ourtin ne l'ont pas trouvé eux non plus. Une jeune femme a été foudroyée sous sa tente, victime d'un arrêt cardiaque. Elle manifesterait ce soir quelques signes de réveil. Dans l'Indre, plus que la foudre, ce sont les orages qui ont causé les plus gros dégâts. Pas de victimes, mais à Châteauroux, plusieurs maisons ont été subitement inondées. Ça fait 30 ans que nous habitons là. C'est la première fois qu'on a vu un déluge pareil. Nous n'avons jamais été inondés. Mais évidemment, c'est arrivé en 5-6 minutes de temps et on n'a rien pu faire. Un peu partout, des campings évacués, des spectacles annulés, mais surtout des centaines d'arbres arrachés sectionnant les lignes de tension. Sur l'ensemble du territoire, EDF a dénombré quelques 150 000 foyers privés d'électricité la nuit dernière. L'accalmie n'est attendue que pour demain, où les orages ne devraient plus concerner que les massifs montagneux. Avant l'arrivée de l'euro, la monnaie unique, beaucoup de commerçants font leur compte. Et pour obtenir des prix ronds, ils commencent déjà à augmenter les étiquettes en francs. Mais il n'y a pas que les petits commerçants. Ainsi, la SNCF va-t-elle augmenter ses tarifs dès le mois de septembre? Enquête et explication avec Amaury Guibert, Sandra Resnikov et Bruno Livertou. Payer sa coupe de cheveux 23 €, c'est tendance. Mais si l'on prend la peine de convertir ce prix, cela fait plus de 150 francs, soit 8% d'augmentation par rapport au mois dernier dans ce salon de coiffure. Prétexte invoqué par le patron, la simplicité. Les clients n'aiment pas tellement les centimes, donc on arrondit en général en notre faveur, on va dire. Même scénario dans cette boulangerie. Certes, le prix du blé a augmenté, mais ce commerçant profite aussi du passage à l'euro pour réévaluer ses prix. La hausse atteint parfois 10%. Avant, ce pain de campagne était à 11 francs, donc c'est la farine de meules biologique. Et maintenant, on l'a passé à 11 francs 20 pour faire 1,70 €. Et les petits commerçants ne sont pas les seuls à augmenter les prix. La SNCF a donné l'exemple en annonçant une hausse des tarifs de 1,9% pour septembre. C'est la 2e augmentation depuis le début de l'année. En résumé, les associations de consommateurs craignent un dérapage général des prix dans les commerces.
Ils profitent un peu des mois d'été pour faire ça, pensant qu'on n'apercevrait pas, et puis ils anticipent un petit peu le passage à l'euro au 1er janvier 2002, en disant on ne pourra pas nous accuser à ce moment-là de profiter de l'euro pour augmenter les étiquettes, parce qu'ils auront engrangé ces petites poussées inflationnistes de 5-6 mois avant. Les consommateurs, eux, ne sont pas dupes de cette hausse prématurée des prix. Dans le domaine de la nourriture, par exemple, tous les prix ont été vraiment nivelés vers le haut. Qu'est-ce qu'on a, nous, en tant que consommateurs, comme moyen de pression ou comme moyen de... Qu'est-ce qu'on a comme moyen d'agir contre ça? Le gouvernement a promis d'être très vigilant face à l'inflation, mais il ne peut pas faire beaucoup plus, car depuis 1986, les prix ne sont plus encadrés. Les producteurs de Roquefort étaient reçus aujourd'hui au ministère de l'Agriculture pour obtenir des indemnités. Ils sont 2500 en France à subir de plein fouet l'augmentation des taxes douanières appliquées par les États-Unis depuis 2 ans, alors même que le marché américain représente presque 20% de leurs exportations. Reportage à Millau avec Claudine Gilbert et Ludovic Tourte. Les pâturages de Millau, royaume de la brebis, mais un royaume menacé. Depuis 2 ans, les exportations de Roquefort vers les États-Unis s'effondrent. Alors, pour continuer à vendre son lait, 6 francs le litre, Laurent Reversa n'a plus qu'une solution, appeler l'État à la rescousse. Si la compensation par l'État n'arrive pas rapidement, nous perdrons dans l'avenir, dans un proche avenir, nous perdrons 1 mois de salaire sur nos exploitations et plus si nous ne pouvons pas rester sur le marché américain. Pour l'instant, les producteurs maintiennent sous perfusion le marché américain du Roquefort. En 2 ans, pour compenser les surtaxations aux États-Unis, ils ont dû baisser les prix de 30 francs par kilo de fromage. Coût total 30 millions de francs puisés dans les budgets publicitaires du Roquefort. Les caisses de la Confédération Générale de Roquefort sont vides. Donc nous ne pourrons plus aider l'exportation. Ça veut dire que nous perdrons au minimum 80% de ce marché, puisque la grande majorité du Roquefort vendu aux États-Unis sert à faire de la sauce. Qui est prêt à faire de la sauce au Roquefort avec des fromages à 300 francs le kilo? De ce côté-ci de l'Atlantique, les caves de Roquefort n'ont jamais été aussi pleines de visiteurs, plus ou moins intéressés par ce duel franco-américain. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'ils se privent d'un bon fromage, mais que nous on est taxés aussi, tant pis pour eux, mais dommage pour nous. Il y a 2 blocs qui s'affrontent, la petite Europe et puis les gros États-Unis. Évidemment, c'est toujours le petit qui perd, malheureusement. Enfin, une bonne nouvelle pour les éleveurs de brebis. Aujourd'hui, devant la Confédération paysanne, le gouvernement a promis de subventionner la promotion du Roquefort. Dans la région, 10 000 familles vivent directement de la production du précieux fromage. Ils étaient près d'1 millier ce matin, une rose à la main, à participer à la marche silencieuse à Cergy-Pontoise, en hommage aux 3 personnes tuées lors du hold-up de samedi. Une minute de silence a été observée à la mémoire du directeur et du conseiller financier de la banque. Les représentants de leur famille assistaient finalement à la cérémonie. Présents aussi les otages rescapés, les personnels des caisses d'épargne et beaucoup d'anonymes. Et puis on apprend aujourd'hui que le tueur, Habib Medzaoui, était moniteur dans une colonie de vacances au mois de juillet dans la Drôme où, dit-on, il avait donné toute satisfaction. Reste beaucoup de questions sur les conditions dans lesquelles l'alarme a été donnée au cours du braquage. On sait maintenant que c'est un client de l'agence qui a alerté les autorités policières et que les systèmes d'alerte se sont révélés pour le moins défaillants. Enquête Mathias Hillion. Pourquoi les alarmes déclenchées dans l'agence de Cergy n'ont pas abouti à l'intervention rapide de la police? Si personne ne peut encore répondre précisément à cette question, le processus d'alerte de la caisse d'épargne est en cause. En une demi-heure, 4 alarmes se déclenchent dans des points névralgiques de l'agence. À 9h, un employé appuie sur le bouton alarme agression. 9h14, deuxième alarme au niveau d'une porte. 9h32, troisième alarme au niveau d'un coffre. 9h37, quatrième alarme, toujours au niveau d'un coffre. Ces signaux arrivent aussitôt dans une société de surveillance à distance, ADT. À 4 reprises, elle procède à des vérifications audio. À chaque fois, elle écoute pendant 1 minute ce qui se passe dans l'agence. Ce samedi, selon ADT, aucun bruit suspect n'est décelé. La société transmet toutefois ces informations concernant l'alarme et les écoutes au PC sécurité de la caisse d'épargne qui ne réagit pas. Dans le cas précis, 4 alarmes successives
qui arrivent de la même agence, il y a un minimum de précautions qui aurait pu être pris. Du côté de la caisse d'épargne, on se défend en affirmant que ces messages étaient accompagnés d'un rassurant RAS, rien à signaler. Pour cet ancien directeur de l'agence, c'est la sécurité le week-end qui pose problème. La sécurité du samedi matin est une sécurité spéciale, parce que le siège est fermé, parce que ça ne travaille pas, et là, les agences, ils ont été laissés comme ça. Il n'y a pas eu la sécurité qu'il fallait, puisqu'elle a mal fonctionné, c'est sûr. Après une journée de fermeture pour cause de deuil, les 95 agences du nord de l'Île-de-France rouvriront demain, avec de nouvelles mesures de sécurité réclamées de toute urgence par les employés de la caisse d'épargne. On a tous parfois les neurones un peu fatigués. Il faut dire que l'on en consomme plusieurs milliards dans une vie. Demain, peut-être, pourra-t-on les remplacer. Une équipe de chercheurs australiens vient de localiser dans le cerveau la zone où se créent les cellules souches des neurones. Ce qui suscite évidemment un grand espoir dans le traitement de toutes les maladies neurocérébrales comme celle d'Alzheimer ou de Parkinson. Explication Thomas Dandois. La découverte de ce laboratoire australien est une première du genre. Jusqu'à présent, les dégâts sur le cerveau étaient considérés comme irréversibles. Mais cette équipe de scientifiques est parvenue à isoler dans le cerveau d'une souris la zone où se constituent les cellules souches. Ces cellules, stimulées, seraient capables de se transformer en neurones et donc de reconstituer les parties du cerveau endommagées par les accidents ou les maladies cérébrales comme Alzheimer ou Parkinson. Le procédé serait des plus efficaces car les cellules ne proviennent pas d'un organisme extérieur type embryon. L'avantage majeur de cette technique, c'est qu'il n'y a pas de transplantation. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de risque de rejet, comme avec les cellules souches issues des embryons. Désormais, l'équipe devrait orienter ses recherches pour trouver un médicament capable de stimuler la transformation de ces cellules souches. Un travail qui, selon les chercheurs, devrait prendre au minimum 5 ans. Alors avant d'évoquer avec vous les urgences, professeur Debré, une question, un commentaire sur toutes ces découvertes concernant les cellules souches. Est-ce que c'est vraiment le début d'une nouvelle médecine, d'une nouvelle ère médicale? C'est incontestablement quelque chose d'enthousiasmant, parce qu'on est en train de découvrir les cellules souches du cerveau. Et on va pouvoir réparer le cerveau, ce qui était inconcevable. Mais on est en train de découvrir aussi les cellules souches du cœur, du foie et d'autres organes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir greffer, entre guillemets, grâce à nos cellules, de nouveaux cœurs à celui qui en a besoin. C'est-à-dire qu'on va avoir une médecine totalement nouvelle. Et je rappelle que vous avez écrit un livre d'ailleurs sur ce thème qui s'appelle La Grande Transgression. Fatigués, les médecins des urgences, de plus en plus de patients, de moins en moins de personnel. Entre les départs en vacances, le passage aux 35 heures et l'absence de reconnaissance d'un vrai statut pour les urgentistes, la situation se dégrade. Reportage à l'hôpital Beaujon, à Clichy, en région parisienne, avec Delphine Orviller et Philippe Quéroux. Des brancards dans les couloirs en attendant d'être soignés. Chaque jour, 100 personnes passent la porte de ce service pour y rester plusieurs heures. On n'a pas forcément le choix, donc c'est beaucoup moins pénible quand on ne souffre pas. C'est stressant. Il y a la douleur qui est là, qu'il faut gérer, quoi. Un malade sur 6 va devoir être hospitalisé et tout le problème est là. Trouver un lit pour ces malades. Faute de personnel pendant l'été, un quart des lits de l'hôpital est purement et simplement fermé. Alors quand on est déjà en manque de lits et qu'on ferme en plus 140 lits sur le reste de l'hôpital, c'est plus possible à gérer, quoi. Faute de lits, c'est tout le service qui s'engorge. Cet embouteillage est le même partout en Île-de-France. Au final, se créent des situations absurdes où les services d'urgence voisins se renvoient désespérément des patients. Ça n'est pas sympa de nous renvoyer ce malade parce qu'on est dans le même problème et que moi, je n'ai pas un lit. Nous n'avons pas des conditions de travail correctes actuellement et que ça met en jeu la sécurité et la correcte prise en charge médicale des patients. Pour venir en aide aux urgences, les pouvoirs publics ont déjà débloqué depuis 2 ans 600 millions de francs. Mais pour les urgentistes, la solution est plus complexe. Si on limite le problème des hôpitaux à un simple problème d'argent, on n'a rien compris. Parce que le problème, c'est de réorganiser les hôpitaux. C'est de réellement rouvrir des lits d'hospitalisation pour les malades, notamment venant des urgences. En septembre, la négociation sur les 35 heures dans la fonction publique hospitalière s'annonce difficile. À l'hôpital de Clichy, le personnel est en grève.
Mais aux urgences, impossible d'arrêter le travail. Les patients attendent. Professeur Debré, bonsoir. Donc, Bonsoir. je rappelle que vous êtes chef de service du service d'urologie à l'hôpital Cochin de Paris. Vous estimez aujourd'hui que la situation des hôpitaux en général et des urgences en particulier est absolument catastrophique? C'est catastrophique, mais depuis un certain nombre d'années, et c'est de pire en pire. Je vous prends un certain nombre d'exemples. J'ai 4 salles d'opération, même 5 salles d'opération, je ne peux en ouvrir que 3. Parce qu'il me manque d'infirmières de salles d'opération. Je n'ai pas assez de médecins, je n'ai pas assez d'infirmières, je n'ai pas assez d'aides-soignants. Alors, ça pose un problème. Alors, bien entendu, aujourd'hui, 15 août, 16 août, 17 août, c'est pire que tout. Puisque, il faut bien comprendre que quelques-uns d'entre nous prennent des vacances. Et donc, il n'y a plus de lits, on ne peut pas mettre les malades qui arrivent, ça devient dramatique. Et sur un fond de crise, il y a un phénomène encore aigu. Alors, on a vu dans ce reportage précisément un médecin qui disait c'est pas sympa de me renvoyer le malade, etc. C'est des situations effectivement qui arrivent tous les jours. Comment est-ce qu'on peut faire? Vous avez, je vois dans mon service par exemple, ou dans d'autres, on vous téléphone des urgences en disant j'ai 3 personnes à caser. Moi je n'ai pas de lit, je me dis je ne peux pas les prendre. Ça, c'est dans les périodes très aiguës. Mais dans les périodes qui ne sont pas aiguës, comme il n'y a pas d'organisation des urgences correcte, il n'y a pas de reconnaissance du statut des urgentistes, il n'y a pas de véritables urgences, eh bien, on vous téléphone en disant, écoutez, nous avons 3 malades à caser, dans les jours classiques. Ben, je dis, écoutez, moi, si je prends ces 3 malades, je suis forcé de décommander les malades que je dois opérer demain ou après-demain. Donc il y a un problème, mais on n'a pas résolu. Et ce qui m'agace le plus, c'est quand on nous dit, on vous a donné de l'argent, des milliards et des milliards. Nous, on ne les voit pas. Et la situation est de pire en pire. Mais alors, si par exemple, on crée un statut pour les urgentistes, est-ce que ce serait une piste? Il faut un statut pour les urgentistes, bien sûr, mais il faut des véritables urgences. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit de A à Z. Il faut que les urgentistes soient reconnus, aussi bien les infirmières que les médecins, mais qu'il y ait des lits, qu'ils soient traités, que les malades soient traités sur place, et qu'on n'attende pas la possibilité de les placer dans les services d'aval, qui sont pour l'instant pas adaptés pour recevoir les urgences. Quand vous voyez par exemple que la France fait appel aux infirmières en Espagne pour précisément pallier la pénurie de main-d'œuvre, vous dites quoi? On atteint l'absurde? On est atteint à l'absurde, on a besoin d'infirmières, donc on les prend là où elles sont. Mais ce que je remarque, c'est que depuis 10 à 15 ans, on a appelé des médecins de l'étranger pour pallier justement le manque de médecins français. Vous avez 7, 8, 10 000 médecins étrangers qui sont en France, qui travaillent dans les hôpitaux publics, très bien d'ailleurs. Ils n'ont pas le droit d'opérer ou de travailler dans clinique parce qu'ils n'ont pas les diplômes nécessaires. Et maintenant voilà qu'on demande à des infirmières étrangères de venir remplacer et pallier le manque d'infirmières. Il se passe vraiment quelque chose dans les hôpitaux publics. Alors quand je dis que c'est un drame, c'est un drame. Je suis fondamentalement attaché à l'hôpital public, mais nous n'arrivons plus à travailler. Merci d'être venu nous voir ce soir. Merci. Pourquoi la Fondation Pompidou a-t-elle acheté un terrain près du château de Bitty, propriété de Bernadette et Jacques Chirac? Est-ce à la demande de l'actuel président qui ne souhaitait pas de voisins ou au contraire pour mener à bien un projet social, comme l'affirme la Fondation? Après les révélations de nos confrères du Canard enchaîné, Olivier Galzi et Frédéric Bonne sont allés enquêter sur le terrain. Voyez le reportage. C'est l'histoire d'un terrain où les visiteurs n'ont jamais été les bienvenus. 5 hectares situés à 850 mètres du château présidentiel, 5 hectares payés 10 fois leur prix en 1977 par une fondation dont le secrétaire général s'appelait alors Jacques Chirac. Cette semaine, le Canard enchaîné a révélé que l'achat de ce terrain par la Fondation Pompidou avait été réalisé à la demande de Jacques Chirac pour y construire, disait-il, une maison de retraite. Problème, le paiement aurait été réalisé avec des subsides de la mairie de Paris. 24 ans plus tard, rien n'a jamais été construit et pour cause, la parcelle est inondable. Pourquoi alors Jacques Chirac aurait-il favorisé la subvention de ce terrain? Une question qui ne semble pas intéresser les habitants du village. On ne parle pas de ça dans le village? Non, 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 vous savez, on a d'autres soucis, on est en vacances, on a des enfants, des petits-enfants, on est très occupés. Donc c'est pas vraiment un sujet de conversation? Oh non, pas du tout. Alors, en tranche, s'il vous plaît, madame. En tranche ou en bloc, la réponse est claire. À Saran, on ne souhaite pas en parler. Vous la connaissez, cette histoire? Il n'est pas mauvais, notre whisky. Ouais. Une version de l'affaire nous sera finalement donnée par le maire. Si M. Chirac a fait racheter ce terrain bien au-dessus de son prix, c'est, dit-il, pour venir en aide aux propriétaires, une famille de paysans dans le besoin. Le père et la mère de M. Joly étaient impotents, il avait son oncle handicapé, il était un petit agriculteur sans revenu, donc c'était une action humaniste.
Et qu'on fasse tout ce bordel autour de cette affaire, ça nous écœure. Et pourtant, la rumeur du village dit autre chose. Elle dit qu'à l'époque, un centre d'aide aux jeunes délinquants devait s'installer sur le terrain. Une révolution dans cette paisible commune de 295 âmes. Une révolution que le baron politique local, du fond de son château, leur a peut-être évité. Quelles que soient là ou les raisons pour lesquelles ce terrain a été racheté, rappelons tout de même que l'opération n'était pas illégale. Les contribuables parisiens seront simplement ravis d'apprendre qu'une partie de leur argent a pu financer les préoccupations d'un village à plus de 500 km de chez eux. Pour ou contre le retour des camions dans la vallée de Chamonix? C'est la question que 3 communes de la vallée voulaient poser précisément aux 13 000 habitants avant la réouverture à l'automne du tunnel du Mont Blanc. Mais ce référendum a été jugé illégal par le tribunal administratif de Grenoble. Il aura tout de même lieu dimanche, mais n'aura aucune valeur légale. Reportage Vincent Fourgade et Philippe Lévesque. Depuis cet après-midi, comme 2 autres communes de Haute-Savoie, Chamonix est entré en résistance et compte bien organiser son référendum sur la question du retour des poids lourds, disparu depuis maintenant 2 ans de la vallée. Nous ne savons pas exactement comment va réagir le préfet à notre maintien du référendum, mais quelles que soient les conditions, nous le ferons. Si nous pouvons le faire dans les bâtiments municipaux, nous le ferons. Autrement, nous le ferons dans la rue. Ce matin, le tribunal administratif de Grenoble a en effet refusé de reconnaître aux élus le droit d'organiser une telle consultation. Car tout ce qui touche au trafic routier international ne relève pas de leurs compétences, mais de celles des États. La déception est donc grande chez les habitants de la vallée qui ont le sentiment de ne jamais être entendus. Dimanche, beaucoup iront donc voter symboliquement, ne serait-ce que pour donner leur avis sur le retour des poids lourds. On a besoin de se faire entendre, je pense. Si on laisse faire, au moins les gens sauront qu'on n'est pas d'accord. Et je pense que c'est une des bonnes solutions, ça peut être une des bonnes solutions. Mais si tous savent que le résultat de la consultation n'aura aucune conséquence légale, beaucoup espèrent qu'un vote massif mettra l'accent sur les problèmes de pollution en vallée de Chamonix. Car le retour de 5000 camions par jour signifierait une multiplication par 4 des taux de pollution actuels. Ici au Mont Blanc, le toit de l'Europe, comment peut-on accepter dans une communauté qui veut donner des exemples aux autres sur l'effet de serre, sur le protocole de Kyoto? Je ne crois pas que dans les Rocheuses ou au Fujiyama au Japon, on fasse passer ce type de trafic. 15 000 électeurs sont attendus aux urnes dimanche et pourront pour la première fois depuis l'accident du tunnel sous le Mont Blanc s'exprimer sur un thème qui leur est cher. Sursis de dernière minute pour Napoléon Beasley, 25 ans, condamné à mort à l'âge de 17 ans pour le meurtre d'un homme à qui il tentait de voler sa voiture. 4 heures seulement avant son exécution et alors que tous les recours avaient échoué, la Cour d'appel du Texas a pris cette décision exceptionnelle dans un état où depuis le rétablissement de la peine de mort en 1982, 250 personnes ont été exécutées, ce qui constitue un bien triste record. Isabelle Bechler. Le collégien modèle et fan de foot avait 17 ans quand il a tué John Luttig, 63 ans, en arraisonnant sa voiture. Il a aussi tiré sur son épouse. Il reconnaît tout, et même que depuis peu, il était armé et s'était mis à dealer de la cocaïne. Ce jour-là, il aurait dit à ses 2 complices qu'il fallait qu'il tue quelqu'un. Préméditation, sang-froid, arbitraire, horreur, certes, mais à 17 ans. Or, la loi texane ne prévoit pas de rédemption. Vous êtes reconnu coupable d'un crime passible de la peine de mort et vous devez être puni conformément aux lois texanes, c'est-à-dire que vous êtes condamné à mort. 7 ans après les faits, Napoléon Beasley attendait la mort dans la prison de Huntsville. On devait lui injecter un poison mortel hier soir. Il avait déjà reçu son dernier repas et était en train d'écrire quelques dernières lettres quand il a appris le sursis à exécution. Il était très solennel, je peux dire qu'il était surpris, très surpris. C'est une cour d'appel texane qui a finalement décidé au dernier moment d'examiner de nouveaux arguments présentés par la défense et en particulier le témoignage de son avocat d'origine qui reconnaissait son incompétence d'alors. 48 heures plus tôt, la Cour suprême n'avait pu se départager car 3 juges s'étaient récusés. Au-delà du juridique pur, on assiste à l'amorce d'un débat aux États-Unis sur l'opportunité d'exécuter des criminels mineurs au moment des faits. Une vingtaine d'États américains, plus impitoyables encore que le Texas, condamnent à mort jusqu'à l'âge de 16 ans et commencent à se sentir gênés aux entournures. Napoléon Beasley sera peut-être le premier bénéficiaire de cette prise de conscience.
C'est demain qu'arriveront à Skopje en Macédoine les 40 premiers soldats britanniques sous le drapeau de l'OTAN, dans le cadre de la mission baptisée fort poétiquement Moissons essentielles, une moisson qui a pour objet de ramasser et détruire toutes les armes encore en circulation chez les rebelles albanais. Bernard Lebrun. 6 mois de guerre interethnique entre Albanais et Slaves de Macédoine laisseront des traces définitives dans les murs comme dans les têtes. À tel point que 3 jours après la signature du cessez-le-feu, de nouveau aujourd'hui dans cette région de Tetovo, un policier macédonien a été abattu lors d'une fusillade à un poste de contrôle. Alors, au siège de la KFOR à Skopje, où vont s'installer les officiers du quartier général de l'opération Moissons essentielles, son commandant, un général danois, doute déjà en public de la faisabilité de cette collecte et destruction d'armes en 30 jours. Les conditions sur le terrain doivent être parfaitement calmes avant tout déploiement de troupes. Le cessez-le-feu doit être respecté. Officiellement, les chefs politiques des troupes rebelles albanaises de l'UÇK ont donné leur accord à ce désarmement, contre une réelle amélioration du statut de la minorité albanaise de Macédoine. Mais déjà, des scissions militaires ont eu lieu, donnant naissance à une branche dissidente dans les montagnes du Kosovo. Alors question, les troupes de l'OTAN vont-elles, comme jadis les casques bleus de l'ONU à Sarajevo, se transformer en spectateurs impuissants? C'est ce que redoutent les États-Unis et d'autres qui, pour l'instant, au siège des 19 pays membres de l'OTAN à Bruxelles, n'ont toujours pas donné leur feu vert à l'opération Moissons essentielles. C'est l'histoire de l'homme qui a vu le loup. Un berger de 56 ans qui gardait son troupeau de brebis dans le parc du Mercantour aurait été attaqué par une louve et ses louveteaux alors qu'il allait se désaltérer dans le courant d'une onde pure. Le loup survint donc qui cherchait aventure. Version moderne de la fable avec Jérôme Soulard. Ce n'est pas une légende de montagnard affabulateur. Aimé berger du Mercantour, voici l'homme qui a vu le loup, et de très près. Morsure, griffure, coup de dent sur le crâne. La première fois, il plantait dedans là. Après, il a reçu un coup de bâton, et le coup de bâton, il est venu là. Bon, une fois. Et les chiens, après, j'ai appelé, j'ai parti derrière. Et c'est là que je me suis allé. Vous êtes sûr que c'est une louve? Oh, t'as que louve, voilà, vous me prenez pour une imbécile, je vous laisse, hein. Non, mais elle était avec ses petits, vous l'avez vu avec ses petits. Avec ses deux petits, hein, je sais que c'est un chien et un loup. Le berger n'en démord pas. Pourtant, dans ce parc qu'il connaît si bien, même les amis d'Aimé sont perplexes. Je le connais très bien, je sais que c'est pas quelqu'un qui raconte des histoires. Ce qui m'étonne, moi aussi, c'est qu'un loup attaque, mais il faut bien constater les choses. Les attaques de brebis sont fréquentes, mais jamais contre l'homme. Affamée, dérangée, la louve a-t-elle voulu protéger ses petits? Si le berger était en position accroupie, c'est-à-dire en position, on va dire, style mouton, dans la mesure où il est en contact avec l'animal mouton, il va être porteur de l'odeur de ces brebis, et donc ça risque effectivement d'avoir déclenché l'agression chez cette bête. Avec son troupeau, Aimé le berger a repris le chemin des alpages, sa maison. Là-haut, l'homme et le loup ont toujours eu leur place, un équilibre fragile entre méfiance et respect. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est un vieux dicton populaire qui est aujourd'hui appliqué par de plus en plus d'agriculteurs. Ils diversifient leur exploitation en investissant dans le tourisme vert. Témoin ces familles gersoises qui ont construit dans leurs fermes des gîtes ruraux pour augmenter leurs revenus, mais aussi améliorer leur cadre de vie. Isabelle de Lyon et David Bresse. Chez les Sourbets, il fait bon vivre. Surtout au bord de la piscine. Toute neuve, construite avant tout pour les hôtes de leur gîte. Il y en a au moins pour 5 000 francs. Sans compter la main-d'œuvre. Sans compter la main-d'œuvre. Mais bon, comment c'est tout fait, on a la main-d'œuvre, c'est nous, donc... Marie-Hélène est fière du travail réalisé avec son mari. L'an dernier, ces agriculteurs ont décidé de louer en gîte l'appartement situé au-dessus de leur habitation. Ils ont mis tout le confort et ça marche bien. L'été, c'est complet, à 4 000 francs la semaine. On a fait un petit coin salon. On ne travaille pas comme mes beaux-parents ou mes parents, on ne travaille plus du tout pareil. C'est tout à fait différent, on se dirige vers le tourisme parce que c'est quelque chose qui marche et qu'il y a de la demande. Mais bon, on ne néglige pas non plus notre exploitation. Le gîte paiera la piscine, mais la famille tire ses revenus des vaches laitières et des canards. L'étable est juste derrière la maison. On a toujours peur du lendemain, donc
c'est vrai que plus on est diversifié, plus on a des chances de survivre. L'essor du tourisme vert profite au département du Gers. Il y a plus de demandes que d'offres de gîtes. Oui, bon, hein. Du foie gras maison, c'est l'entrée du jour à la ferme du Ray. Marie et Pascal Consiglio ouvrent leur table le soir. Ils ont 4 chambres d'hôtes. La maison date du 19e siècle. Restaurée par leurs soins, elle a triplé de valeur. Mais s'ils accueillent des touristes, c'est d'abord pour rompre l'isolement. Mais maintenant, je dois dire que c'est surtout le lien que l'on crée avec les gens qui l'emporte, quoi. Parce que si on regarde l'aspect financier, on a quand même mis 600 000 francs dans cette maison, on a reçu 100 000 francs d'aide à peu près, en arrondissant. Si on s'amusait à amortir, jamais on pourrait rentabiliser une affaire pareille en faisant 80 000 francs de chiffre d'affaires annuel. Pascal a fait le calcul, ses hôtes lui rapportent 2 fois plus que ses 30 hectares de terre. C'est grâce à eux aussi que sa famille a un avenir à la campagne. Un festival qui en met plein les yeux à Cannes et qui est moins connu que l'autre, c'est celui de la pyrotechnie, autrement dit les feux d'artifice. Il attire 1 million de spectateurs et la compétition est parfois rude entre les artificiers qui rivalisent de technique et d'inventivité. Isabelle Quintard et Hervé Pozzo ont rencontré l'un d'entre eux. Dès que t'es prêt, on y va. On y va maintenant. 22 h, le ciel s'embrase sur la Croisette. Michael Leikin vient de déclencher la mise à feu. Tout le spectacle repose sur ses épaules. Il est artificier et représente l'Angleterre au Festival d'art pyrotechnique de Cannes. Pour lui, ce festival est un retour aux sources. Depuis que je suis venu ici quand j'étais tout petite, à l'âge de 7-8 ans, et j'avais vu les feux d'artifice à Cannes, et j'ai été tellement impressionné que j'ai toujours voulu faire les feux d'artifice. Depuis, le métier a évolué. L'ordinateur a pris le pas sur l'artisanat des débuts. Il peut ainsi déclencher 15 fusées en l'espace d'1 seconde. Chacune des 5000 bombes du spectacle doit exploser à un moment bien précis. Un travail d'orfèvre pour Michael Leikin qui doit aussi s'adapter à la configuration des lieux. C'est difficile à réaliser parce qu'on est sur la mer, on a très peu de place pour mettre tout le matériel qu'on avait. Alors il y a toujours des petits problèmes parce que tout est tellement près que quelque chose peut exploser et faire sauter quelque chose d'autre chose. La mission de Michael Leikin, s'il l'acceptait, était la suivante: créer des formes, des couleurs, imprimer un rythme en parfaite synchronisation avec la musique. Mission accomplie. Mission accomplie aussi hier soir à Nantes pour l'équipe de France. Elle a gagné son premier match d'ouverture contre le Danemark 1-0. But marqué par Robert Pires en première mi-temps, vous le voyez sur ces images. Pas vraiment une victoire écrasante, mais une équipe plutôt en forme et un Zidane particulièrement inspiré pour faire le spectacle devant évidemment les supporters. Il y avait ce regard aigu, cette diction hachée, figure de légende du théâtre et du cinéma. Louis Jouvet est mort il y a 50 ans d'une crise cardiaque dans son théâtre, l'Athénée à Paris, à 64 ans. Aujourd'hui, ces classiques retrouvent un nouveau public. Knock, Drôle de Dame, Hôtel du Nord, Quai des Brumes. Plusieurs rétrospectives lui sont consacrées. Reportage et évocation avec Georges Bégou. La jeunesse est au rendez-vous de la rétrospective Jouvet au Quartier Latin. N'est-ce pas le plus bel hommage rendu 50 ans après à celui qui fut non seulement un incomparable comédien de théâtre, mais aussi un découvreur de talent, Jules Romain, Giraudoux, Pagnol, entre autres. Quant à l'immortalité, c'est au cinéma qu'il la doit. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Ben, ça me gratouille bien un peu aussi. Désignez-moi exactement l'endroit. Oh, par ici. Par ici, oui. Et où ça, par ici? Là. Oui. Oh, peut-être bien là. Comme on va rarement au cinéma, on préfère voir des créatifs très bien que des nouveautés qui nous défendent. J'en ai entendu parler par mes parents, par des générations justement qui l'ont connu, qui sont tous mes grands-parents. Et c'est ce qui m'a attiré, c'est comme ça que je le connais. Servi par des dialogues de Prévert et un partenaire tel que Michel Simon, Jouvet entre définitivement dans l'histoire populaire du cinéma. Vous croyez
Un cousin. Bizarre, bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Qui? Votre couteau. Comment? Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, bizarre. Alors je croyais que... Moi j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Quand il a commencé à faire du cinéma, il avait plus de 40 ans, on était en 1932. Là, il a compris que d'abord, ça lui apportait une certaine popularité, parce que qui connaissait Jouvet en 1932 en dehors des Parisiens? En province, on ne savait pas qui était Jouvet. Et dès lors qu'il est apparu sur les écrans de cinéma, là, on a découvert un homme. Alors ça a été avec Topaz, avec Knock, Drôle de drame, etc. Il était très méfiant, il avait l'impression de perdre son temps en faisant du cinéma, parce que c'est vrai que c'est une bonne chaise, comme il disait. Et puis progressivement, il s'est aperçu que le cinéma, d'une part, le rendait populaire, lui permettait de gagner de l'argent qui renflouait dans son théâtre, et puis d'autre part, que c'était une manière de populariser le théâtre. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? L'auteur de cette scène d'anthologie, Henri Janson, écrivait de Jouvet qu'il était impitoyable et bon, attendrissant et insupportable. C'était un être humain, une espèce de plus en plus rare. Voilà, je vous rappelle la biographie, donc Louis Jouvet, le patron, qui vient de sortir aux éditions Ramsay, si ça vous intéresse. Rappel du principal titre de ce journal qui arrive maintenant à sa fin. De très violents orages, aux allures parfois de tornades, ont causé la mort de 2 personnes cette nuit et blessé 6 autres, principalement dans le sud-ouest. Les vents qui par endroits ont soufflé à plus de 100 km/h, ont privé d'électricité plusieurs milliers de foyers et ce soir, l'électricité manque encore dans 1000 foyers en Dordogne. Dans quelques instants, la météo avec Nathalie Rioué, suivi du point route de Yves Cara. 20h50, envoyé spécial en Thaïlande. Minuit et demi, le dernier journal avec Alexandre Cara. Demain, dans les 4 vérités, Gérard Morin reçoit Michel Charlet, maire de Chamonix. J'y arrive. 13h, Antoine Cormery. Et 20h, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. Très bon week-end à tous. Bonsoir.